Ma famille a sauté mon mariage pour soutenir ma sœur. Ils n'avaient aucune idée de ce que je savais sur elle. Aucun de mes 40 parents invités ne s'est présenté à mon mariage à Atlanta au printemps dernier. Ma sœur leur avait dit que j'avais volé son ancien fiancé. C'était un mensonge qu'elle avait fabriqué pendant 2 ans. Les chaises vides n'étaient pas la surprise. La vidéo diffusée sur le projecteur l'était. Je m'appelle Vivian et j'ai 31 ans. Au printemps dernier, je me suis marié dans un entrepôt aménagé à Atlanta. Aucun des 40 proches que j'avais invités n'a franchi la porte. Il y avait 40 chaises de mon code de l'allée et elle était toute vide. Ils sont restés chez eux car ma sœur a passé 2 ans à leur raconter que j'avais volé son fiancé. Elle disait que j'avais détruit ses fiançailles et que j'en avais ri. Rien de tout cela n'était vrai. Je n'ai pas pleuré en voyant ces chaises. Je n'ai appelé personne pour supplier. J'ai simplement serré mon bouquet un peu plus fort et j'ai continué à marcher. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Les chaises vides n'étaient pas la surprise. La surprise était déjà chargée sur le projecteur au fond de la salle en attendant que les lumières s'éteignent. Quand elle a été diffusée, chaque mensonge de ma sœur s'est effondré en 90 secondes. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour aimer et vous abonner si votre poitrine est déjà serrée rien qu'en imaginant ces chaises vides. Cela aide véritablement ces histoires à atteindre les personnes qui en ont besoin. Laissez votre position et votre heure locale dans les commentaires. J'adore savoir d'où dans le monde vous écoutez ce soir. Je suis Vivian. Voici l'histoire du mensonge qui a vidé mon mariage et des 90 secondes qui ont anéanti ma sœur. Laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière au printemps où tout a commencé. Je devrais vous dire qui nous étions avant car ce pas est important. Nous étions 2. Ma sœur Renée a 4 ans de plus que moi. Depuis que je sais marcher, elle était celle autour de qui la piste s'organisait. Elle avait ce rire qui donnait aux étrangers l'impression d'être choisie. Elle se souvenait de l'anniversaire de chacun et de leur vin préféré. Lors des fêtes de famille, elle était au centre de la cuisine pour raconter une histoire avec ses mains. Le reste d'entre nous gravitait autour d'elle comme si elle était la chaleur et nous le froid. J'étais l'autre fille et j'étais la plus discrète. Je suis allé à l'école d'infirmière pendant que Renée charmait déjà son monde dans des emplois de vente. J'ai fini aux soins intensifs dans un hôpital du nord d'Atlanta. C'est un travail étrange. Vous apprenez à rester calme quand tout crie autour de vous. Vous apprenez à surveiller les petits chiffres que personne d'autre ne remarque. Les petits chiffres sont l'endroit où la vérité se cache avant que le corps ne la rattrape. Vous apprenez à tout noter. L'heure est la dose et le changement est la réponse. Si ce n'est pas écrit, cela ne s'est pas produit. Cette habitude m'a sauvé la vie plus tard même si je ne le savais pas encore. Voici l'image la plus claire que je puisse vous donner de la façon dont cela fonctionnait. Quand j'avais 9 ans, j'ai gagné le concours d'orthographe du conte. J'ai eu la première place et une petite médaille d'or sur un ruban. Le même après-midi, Renée avait un spectacle de danse à l'autre bout de la ville. Mes parents sont allés au spectacle. Ma mère m'a récupéré à l'école ensuite. Sur le chemin du retour, elle a dit que Renée était la meilleure sur scène. Tu aurais dû la voir. J'ai gardé la médaille sur mes genoux pendant tout le trajet. Je ne la lui ai jamais montrée. Je l'ai rangée dans mon tiroir à chaussettes ce soir-là et je ne l'ai jamais portée. Ce n'était pas par amertume mais parce qu'une partie de moi avait déjà appris la règle familiale. Mes bonnes choses étaient petites. Les bonnes choses de Renée étaient le soleil. On ne rivalise pas avec le soleil. On apprend à vivre dans la lumière restante. On se dit que la lumière restante est suffisante. Je suis devenu très doué pour vivre dans la lumière restante. Ce que je n'ai pas compris pendant 20 autres années, c'est qu'une personne ayant passé toute sa vie à être le soleil brûlera la maison avant de laisser quiconque la voir s'éteindre. Notre mère est décédée en 2019. Elle s'appelait Carole et elle était le pilier de toute la famille. Quand elle est tombée malade, cela a été rapide. Quand elle est partie, la maison qu'elle maintenait s'est effondrée entre nos mains. Mon père Raymond ne savait pas comment être veuf. Il avait alors 61 ans. C'était un superviseur des postes à la retraite qui avait laissé ma mère gérer chaque facture et chaque compte et chaque formulaire pendant 40 ans. Soudain, il y avait des formulaires partout et aucune Carole pour les remplir. Renée est intervenue. C'est la partie sur laquelle je dois être juste. Pendant ces premiers mois horribles, Renée est celle qui s'est présentée chez papa et qui s'est assise avec lui. Elle a dit « Je vais m'en occuper papa. Ne t'inquiète de rien ». Elle s'est fait ajouter à ses comptes pour l'aider avec les factures.
Tout le monde a remercié Dieu pour René. Je travaillais de nuit et je faisais mon deuil sur le parking entre mes tournées. J'ai aussi remercié Dieu pour elle. Je veux que vous entendiez cela clairement. Pendant un certain temps j'ai cru que ma sœur était la bonne personne. Cette croyance est la chose sur laquelle elle comptait. C'est la chose sur laquelle toute la famille comptait. C'est ce qui lui a permis de faire ce qu'elle a fait au grand jour où n'importe qui aurait pu le voir si l'un de nous avait été le genre de personne à vérifier. Papa a commencé à présenter René comme celle qui prenait soin de lui. Lors des dîners du dimanche il lui tapotait la main et le disait à tous ceux qui écoutaient. J'étais celle qui avait conduit 40 minutes après un service de 12 heures pour préparer le dîner. Il disait cela d'elle. Je souriais car c'est ce que je faisais. Je souriais et je versais le glace. Je me disais que peu importait qui obtenait le mérite tant que papa allait bien. Il y a une différence entre être invisible et être piège. Je n'avais pas encore compris que ce ne sont pas des opposes. Parfois la personne que personne ne regarde est exactement la personne que quelqu'un a l'intention de blâmer. Ce printemps-là René s'est fiancé. Son nom était David Callaway. Il avait 34 ans et c'était un entrepreneur en électricité avec une quiétude qui ne correspondait pas au bruit de René. Je me souviens avoir pensé qu'il pourrait être bien pour elle. Je les rencontre peut-être 5 fois. 5. Nous n'avons jamais été seuls ensemble. Nous avons parlé des braves et de son travail et du fait que la vieille installation électrique de papa était un risque d'incendie. C'était le cas. C'est toute l'histoire entre David Callaway et moi. 5 conversations qui étaient toutes ennuyeuses. Toutes se sont déroulées dans une pièce pleine d'autres personnes. Retenez ce chiffre. 5. Dans quelques mois ma sœur allait transformer ces 5 conversations ennuyeuses en une histoire d'amour qui arruine sa vie. Au final 40 personnes allaient la croire sans jamais me poser une seule question. Les fiançailles ont duré 8 mois. Au printemps suivant elles ont pris fin. La façon dont cela s'est terminé est la première chose que ma famille a complètement mal comprise. Voici ce qui s'est réellement passé. Je n'ai appris tout cela que bien plus tard. David a découvert que René voyait quelqu'un d'autre. C'était un homme de son bureau pendant la majeure partie de leur fiançailles. Il a trouvé des messages. Il a trouvé des frais d'hôtel. Il n'a pas crié. Il a juste fait un sac et il est parti. Il a dit à René que c'était fini. Il était sérieux. Pour ma sœur c'était la chose insurmontable. Ce n'était pas de perdre David. C'était de perdre l'histoire. René avait déjà dit à tout le monde qu'elle se mariait. Elle avait publié la bague. Elle avait laissé notre grand-mère pleurer des larmes de joie. René ne pouvait pas arriver au prochain dîner de famille comme la femme dont le fiancé l'avait surprise en train de tricher et était partie. Cette version des faits lui aurait coûté la chose qu'elle appréciait plus que toute personne vivante. C'était d'être celle en qui tout le monde croyait. Elle a donc construit une version différente et elle l'a construite comme elle construisait tout le reste. C'était rapide et confiant et à voix haute. Cela a commencé doucement. Elle a dit à sa tante que David s'était rapproché de quelqu'un dans la famille. Elle a laissé planer le doute. Une semaine plus tard cette personne avait un visage et ce visage était le mien. En été l'histoire avait pris forme. Je m'étais jeté sur David. Je lui avais envoyé des messages qu'une sœur ne devrait pas envoyer. J'avais brisé les fiançailles. Quand il a retrouvé ses esprits et m'a quitté à mon tour j'avais fait comme si de rien n'était. C'était un chef-d'œuvre. Honnêtement je peux l'appeler ainsi maintenant. Chaque detail a été choisi pour me faire ressembler exactement au genre de personne qui ferait ça. La fille discrète. Celle qui est secrètement jalouse. Celle qui voulait ce que sa brillante sœur aînée avait. Les gens hochent la tête. Bien sûr les personnes discrètes sont toujours les plus dangereuses. Ils se sont dit cela comme si c'était une sagesse. La première fois que je l'ai ressenti c'était au barbecue d'un cousin. Je me suis approché de la table des boissons et 3 conversations se sont arrêtées en même temps. Ma tante m'a regardé de la même manière qu'on regarde une tâche. La femme de mon cousin a pris ses enfants et s'est déplacée de l'autre côté de la cour. Personne n'a rien dit. C'était la pire partie. Personne ne m'a jamais rien dit en face. L'histoire circulait sous la famille comme de l'eau sous la glace. Je me tenais au-dessus sans savoir à quel point la glace était devenue fine. Le pire a atteint ma grand-mère. Nana Foster avait 83 ans cette année-là et elle était vive d'esprit.
C'était la chose la plus proche d'un soutien de ce code de la famille pour moi. Elle m'envoyait une carte pour mon anniversaire chaque année avec un billet de 20 € plié à l'intérieur. Quoi qu'il arrive cet automne, la carte n'est pas arrivée. Je l'ai appelée et elle a été froide avec moi d'une manière inédite. Quand je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, elle a répondu « Je ne comprends tout simplement pas comment tu as pu faire cela à ta sœur. » Après tout cela, je lui ai demandé ce qu'on lui avait dit. Elle a refusé de le dire. Elle a juste répondu « René ma montre. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. René ma montre. » Je n'ai jamais su ce que ma sœur avait montré à une femme de 83 ans pour lui faire croire que sa petite fille discrète était une briseuse de ménage. Une capture d'écran ou peut-être quelque chose de modifié ou quelque chose d'invente de toutes pièces. Cela n'avait pas d'importance. Le but du mensonge n'a jamais été la preuve. Le but était que personne aimant René ne demanderait jamais à le voir deux fois. Ma grand-mère est morte l'année suivante en y croyant toujours. On ne m'a pas informé des funérailles avant qu'elles ne soient terminées. Je l'ai découvert grâce à une publication en ligne. Je n'ai pas pardonné cela. Je ne pense pas en avoir eu l'intention. Ensuite tout a changé car le silence a cessé d'être un silence et s'est transformé en absence. J'ai cessé d'être invité à des événements. Des petites choses d'abord comme une fête prénatale ou un dîner d'anniversaire puis des choses plus importantes. Pour Thanksgiving cette année-là j'ai conduit jusqu'à la maison de mon père avec un plat sur les genoux. J'ai découvert que le dîner avait été déplacé chez ma tante et que personne ne me l'avait dit. Je suis resté assise dans ma voiture dans son allée pendant un long moment. Ensuite je suis rentré chez moi et j'ai mangé seul. Je me suis dit que c'était un malentendu. J'étais très doué pour me dire que les choses étaient des malentendus. Quand j'ai finalement demandé à mon père pourquoi tout le monde était devenu froid, il a refusé de me regarder. Il a dit « Vivian, je ne veux pas entrer dans les histoires de David. » Les histoires de David. Comme si c'était une chose que j'avais faite et qu'il était indulgent en ne la nommant pas. J'ai dit « Papa, il n'y a pas d'histoire avec David. Je le connais à peine. » Mon père dont j'avais rempli les formulaires et prépare les dîners a dit la chose qui m'a coupé le souffle. Il a dit « Ta sœur ne ment pas sur des choses comme ça. Ta sœur ne ment pas. » Je veux que vous réfléchissiez à cette phrase car j'y ai réfléchi pendant 2 ans. Il n'a pas dit que la vérité était du code de René. Il n'a pas dit qu'il y avait des preuves. Il a dit que ma sœur ne mentait pas. C'était comme si mentir était une chose dont certaines personnes n'étaient tout simplement pas capables. C'était comme si René avait reçu un certificat à la naissance. Pendant 2 ans j'ai vécu à l'intérieur de cette phrase. J'étais la méchante de la famille qui n'avait jamais eu de procès. Personne ne m'accusait directement donc il n'y avait rien à nier. Personne ne me demandait rien donc il n'y avait rien à répondre. Je me présentais aux rares événements auxquels j'étais encore invité. Je regardais 40 personnes jouer une petite piste polie dans laquelle j'étais la chose qu'il était tous si courageux de tolérer. Si votre propre famille avait décidé que vous étiez coupable et ne vous avait jamais demandé votre version, auriez-vous continué à vous présenter ou seriez-vous parti? Dites-le moi ci-dessous. Je veux vraiment le savoir car pendant longtemps je ne l'ai pas su non plus. Je veux être honnête sur ma solitude car la solitude est la partie que les gens évitent. J'avais un travail qui exigeait tout de moi et une famille qui ne voulait rien. Entre les deux il ne restait plus grand-chose de moi. J'ai cessé d'aller au rassemblement. J'ai arrêté d'essayer de rétablir la vérité car il n'y avait aucune vérité à rétablir. Il y avait juste un sentiment que tout le monde avait accepté d'avoir à mon égard. Je rentrais chez moi après un service où j'avais tenu la main d'un étranger pendant qu'il mourait et il n'y avait personne à qui en parler. J'ai développé une routine pour les fêtes. Elle était les plus difficiles car c'est pendant les fêtes que l'absence prend forme. Pour Thanksgiving je prenais un service. L'hôpital a toujours besoin d'infirmières un jour férié. Un service occupe est une bénédiction quand on n'a nulle part où aller. Je mangeais de la dinde dans un récipient en plastique dans la salle de repos à 2 heures du matin. Je m'occupais de personnes dont les familles n'étaient pas venues non plus pour une raison quelconque. Il y a un type particulier de patients un soir de fête. Ce sont ceux qui n'ont personne dans la salle d'attente. Je les comprenais. Je tenais leurs mains un peu plus longtemps. L'un d'eux était un vieil homme se remettant d'une opération chirurgicale. Il m'a demandé une fois si ma famille savait à quel point j'étais doué dans mon travail. J'ai répondu quelque chose de poli. Il m'a regardé un long moment et a dit « Il ne te mérite pas alors. » Il ne savait absolument rien de ma famille.
Il a juste vu une femme travaillant un jour férié avec un téléphone qui ne sonnait jamais et il a fait le lien. Un étranger a fait en 30 secondes ce que mon propre père n'a pas pu faire en 2 ans. Il a regardé et a cru ce qu'il a vu. Puis il y a eu Owen. J'ai rencontré Owen à l'hôpital. Il gère le son et la vidéo pour des événements et des mariages et des conférences et quelques concerts. Il était là pour installer un nouveau système audiovisuel dans notre aile éducative. Il était patient d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Il posait des questions et attendait réellement les réponses. La première fois que je lui ai parlé de ma famille, je me suis préparé à la réaction habituelle. C'est le petit recul et le commentaire disant qu'il y a 2 versions. Il n'a pas recul. Il a juste demande donc personne ne t'a jamais demandé ce qui se passe. J'ai répondu au non. Il a alors dit ce n'est pas un problème de famille. C'est un coup monte. Il a été la première personne à utiliser cette expression de coup monte. Cela résonne en moi comme une clé dans une serrure. Nous sommes restés ensemble 1 an avant qu'il ne me demande en mariage. Il l'a fait dans son atelier au milieu des câbles et des haut-parleurs. C'était parfait car il n'y avait rien de théâtral. Il n'y avait pas de public. C'était juste lui. Quand il me la demande, la première chose que j'ai ressentie après la joie a été une petite peur froide. Je savais que se marier impliquait un mariage. Un mariage signifiait ma famille et ma famille signifiait René. J'ai failli dire allons simplement à la mairie. J'ai failli la laisser gagner ça aussi. Mais Owen a dit une chose à laquelle je repense souvent. Il a dit tu n'as rien fait de mal. Pourquoi devrais-tu être celle qui se cache? Nous avons donc fixé une date au printemps suivant. J'ai commencé à préparer les invitations pour 40 personnes qui ne viendraient probablement pas. Je l'ai fait quand même. Je me suis dit qu'il s'agissait de faire ce qui était juste. Je ne savais pas encore que préparer ces invitations serait l'action qui ferait enfin tout éclater. Pendant que j'écrivais des noms sur des enveloppes, j'avais aussi commencé très discrètement à remarquer le problème d'argent. Ce sont les petits chiffres qui ont d'abord attiré mon attention. C'est toujours le cas. Cet hiver-là, papa a eu un problème de santé. Il a eu des douleurs thoraciques et une nuit aux urgences et un stent. Je suis l'infirmière. En cas de crise, tout le monde oublie qui est censé être le méchant de la famille. J'ai été celle qui a fini par s'occuper des papiers de sortie et de l'assurance et de la pharmacie. René était trop débordé. Les formulaires me sont donc parvenus et j'ai fait ce que je fais toujours. Je les ai lus dans leur totalité. Son assurance secondaire avait expiré. C'était étrange car papa était méticuleux pour ce genre de choses, ou du moins il l'avait été avant la mort de maman. J'ai appelé pour régler le problème. Le représentant a mentionné presque en passant que la prime avait été prélevée sur son compte de retraite et que le paiement automatique avait ensuite été annulé 8 mois plus tôt. J'ai dit que cela ne semblait pas correct. Elle a répondu qu'elle ne pouvait en discuter qu'avec un titulaire du compte. J'ai donc demandé à papa si je pouvais regarder ses relevés juste pour régler l'assurance. Il a fait un geste de la main et a dit René gire tout CA. J'ai dit j'ai juste besoin de voir la dernière année. Il m'a donné le mot de passe qu'il avait écrit à l'intérieur de la couverture de son carnet d'adresse avec l'écriture de ma mère. Il n'avait jamais pris la peine de le changer. Ce soir-là, après mon service, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai ouvert le compte de retraite de mon père en pensant réparer une prime d'assurance expirée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Il y avait des retraits. Ils n'étaient pas spectaculaires. C'est ce qui rendait la chose si bien faite. Il y avait 800 € ici et 1000 € là et des frais qui n'en étaient pas. Il y avait des virements vers un compte que je ne reconnaissais pas. C'était espace et irrégulier. C'était le genre de modèle qui ne ressemble à rien si vous y jetez un coup d'œil. Cela ressemble à tout si vous faites ce que je fais dans la vie. C'est-à-dire observer les petits chiffres au fil du temps. Je suis infirmière. J'ai créé un tableau avec la date et le montant et la destination et le solde. C'était exactement comme je suivrais un patient qui saigne dans un endroit invisible. Je veux que vous compreniez à quoi ressemblait réellement cette nuit car ce n'était pas dramatique. C'était arithmétique. J'ai préparé du café à minuit puis à 3 heures. J'avais 3 onglets de navigateur ouverts et un bloc-notes. J'ai procédé mois par mois de la même manière que je procédais système par système sur un patient qui s'effondre sans qu'on sache encore pourquoi. Je passerai par le système cardiaque et respiratoire et neurologique. J'ai vérifié les économies et la petite rente de retraite. Le modèle était le même que celui que je vois au travail.
C'est celui qui signifie que quelqu'un souffre d'une hémorragie interne. Les chiffres semblent presque normaux si on ne vérifiait qu'une seule fois. Ils semblent catastrophiques si on observe la tendance. Un seul retrait de 800 €, c'est un veuf fatigue qui remplace un chauffe-eau. Il y en avait 30 espaces, juste assez pour ne jamais susciter de questions. Tout allait vers le même compte pendant que l'assurance dont il avait besoin expirait silencieusement. Ce n'est pas un homme dépensant son propre argent. C'est une main lente dans une poche lente qui parie que personne dans la famille n'est du genre à tenir un tableau. Elle avait fait ce pari pendant 2 ans. Elle avait parié sur le fait que j'étais exactement celle qu'elle avait décrite à tout le monde. C'est-à-dire la fille jalouse et peu fiable dont la parole ne valait rien. Elle avait oublié que j'étais aussi celle qui lit le Moniteur une fois que tout le monde est rentré chez soi. Quand le soleil s'élève, j'avais un chiffre. Au cours des 2 années précédentes, un peu plus de 81 000 € avaient discrètement quitté l'épargne retraite de mon père. Cela faisait 81 200 € pour être précise. Le compte de destination était celui que les virements continuaient d'alimenter. Quand j'ai finalement comparé les 4 derniers chiffres avec un chèque que René m'avait fait un jour pour un cadeau commun, ils correspondaient. Ma sœur ne prenait pas soin de mon père. Elle le dépouillait lentement et patiemment pendant des années. Toute la famille pensait qu'elle était une sainte pour l'avoir fait. J'ai fait ce que l'on est censé faire. Je suis allé voir mon père. Je l'ai fait asseoir à la même table de cuisine où il m'avait dit « Ta sœur ne ment pas ». Je lui ai montré le tableau. Je l'avais imprime. J'avais surligne les virements. J'étais calme et j'étais clair. J'avais les preuves car j'ai toujours les preuves. Il n'a pas regardé le papier plus de quelques secondes. Il la repousse de l'autre côté de la table et a demandé « Où as-tu eu mon compte ?» C'était comme si c'était le crime. Je lui ai dit que j'essayais d'aider et que l'argent disparaissait et que la destination était le compte de René. Mon père m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue dirigée contre moi auparavant. Ce n'était pas de la colère mais du dégoût. Il a dit « Tu dirais n'importe quoi pour t'en prendre à elle. Après ce que tu lui as fait, tu as le culot de venir chez moi et de la traiter de voleuse. » Et voilà. Après ce que je lui avais fait. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris toute l'ampleur de la situation. Je me tenais dans la cuisine de mon père avec 81 000 € de preuves dans la main qu'il ne voulait même pas lire. J'ai compris que le mensonge à propos de David n'avait jamais vraiment concerné David. Elle l'avait construit avant même que je ne trouve l'argent. Elle l'avait construit pour que le jour où je trouverais l'argent, personne ne croirait un mot de ce que je dirais. Elle devait savoir que je finirais par le trouver car c'est moi qui lis les formulaires. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais la sœur jalouse et la briseuse de ménage et la menteuse qui s'était jetée sur le fiancé de René. Une telle personne inventerait absolument une histoire d'argent-vol pour se venger. Le mensonge n'était pas une attaque. C'était une assurance. Elle a empoisonné ma crédibilité 2 ans plus tôt pour que la vérité ait le goût de plus de poison lorsqu'elle éclaterait. Je suis rentré chez moi ce soir-là en conduisant et je n'ai pas pleuré. Je me suis assise dans mon allée comme je l'avais fait dans l'allée de papa de Thanksgiving plus tôt. J'ai senti quelque chose de froid et de net s'installer en moi. Pendant 2 ans j'avais essayé de me défendre contre un sentiment. On ne peut pas gagner contre ça. Mais l'argent laisse une trace. L'argent correspond aux petits chiffres et les petits chiffres se fichent de savoir qui la famille a décidé d'aimer. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai tout raconté à Owen. Owen installe des preuves pour gagner sa vie et passe ses journées à s'assurer que la bonne chose est diffusée au bon moment. Il a regardé le tableau pendant un long moment. Puis il a dit « D'accord, nous n'allons pas les voir avec Céa. Ils ne te croiront jamais toute seule. Nous devons trouver la seule chose qu'ils ne pourront pas contester. » Il a fait une pause. Il a ajouté que nous allions trouver David. J'avais peut-être pensé à David Callaway 2 fois en 2 ans. Maintenant il était tout l'enjeu. Si quelqu'un en vie pouvait dire à haute voix qu'il n'y avait jamais rien eu entre nous, c'était bien l'homme que j'étais censé avoir vol. Le problème était que je n'avais aucune idée d'où il se trouvait et je ne pouvais pas vraiment demander à ma famille. Owen a donc fait ce qu'il fait le mieux grâce à un fournisseur avec qui il avait travaillé. L'entreprise de David avait réalisé le câblage d'un lieu d'événement où Owen s'occupait du son. Il a obtenu un numéro. Je suis resté avec ce numéro sur mon téléphone pendant 3 jours avant d'appeler. Que peut-on bien dire? Bonjour. Tu ne me connais pas vraiment mais ton ex-fiancée a dit à tout l'État que je t'avais séduit. En plus je pense qu'elle vole mon père. Quand il a finalement décroché j'ai dit mon nom et il y a eu un long silence.
Ensuite David Callaway a dit quelque chose que j'entendrai pour le reste de ma vie. Il a dit: Vivian, mon Dieu, j'attends depuis 2 ans que quelqu'un de cette famille m'appelle. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de Ponce. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs et fatigue de la manière dont les gens honnêtes le sont quand ils portent un fardeau. Ensuite il m'a dit la vérité dans son intégralité. La vérité était pire et plus claire que je ne l'avais imaginé. David le savait depuis le début lorsque les fiançailles avaient pris fin. René l'avait appelé non pas une fois mais à maintes reprises. Elle l'avait supplié de mentir et non de revenir. Elle lui a demandé de laisser les gens croire que c'était fini à cause d'une autre femme de la famille. Selon ses propres mots, c'était mieux pour tout le monde si cela ne concernait pas ce qu'elle avait fait. David a refusé. Il pensait que refuser était suffisant. Il pensait que s'il restait silencieux et éloigné, cela disparaîtrait tout seul. Il a dit qu'il ne savait pas qu'elle m'avait impliqué. Quand il en a entendu parler, c'était partout et il s'est demandé qui allait croire l'ex. Il s'est dit que rester en dehors de tout cela était la chose décente à faire. Il a regardé son café. Ce n'était pas le cas. C'est en restant en dehors de cela qu'elle a pu agir ainsi. Il s'est excusé et a ajouté qu'il aurait dû m'appeler il y a 2 ans. Je lui ai demandé pourquoi il était resté complètement à l'écart. Pendant 2 ans il n'avait jamais corrigé une seule personne. Il a tourné sa tasse entre ses mains. Il a dit: au début j'étais tellement en colère qu'une partie de moi pensait que vous vous méritiez tous. Ensuite je me suis senti coupable de penser cela. Puis la culpabilité s'est transformée en une incapacité à savoir comment revenir dans vos vies. Il a levé les yeux. Il a avoué qu'honnêtement il avait un peu peur d'elle. On ne s'oppose pas à René. Je l'avais bien ressenti. Elle ne crie pas. Elle décide simplement de qui vous êtes pour tout ce qui compte et c'est ce que vous devenez. Je lui ai dit que j'avais ressenti exactement cela. Nous sommes restés silencieux un moment. J'ai ensuite posé la question pour laquelle j'étais réellement venu. J'ai demandé s'il y avait eu un seul instant ou un regard ou un mot ou quoi que ce soit qu'une personne aurait pu honnêtement prendre pour une relation entre nous. J'avais besoin de savoir s'il y avait ne serait-ce qu'un fil sur lequel elle avait tiré pour inventer cela. Il a lentement secoué la tête. Il a dit non. C'est ce qui rendait son plan si intelligent. Il n'y avait rien. On ne peut pas réfuter le néant. Il n'y a aucune photo d'un événement n'ayant pas eu lieu. Il n'y a aucun message jamais envoyé. Elle m'avait choisi car c'était là où il y avait le moins de choses à trouver. Il avait raison et cela m'aglace le sang. Le piège le plus parfait est celui construit autour d'une personne innocente car il n'y a rien pour entraver le mensonge. Puis il a dit la chose qui a transformé un triste café en une arme. Il a dit: j'ai gardé les messages. Il les a trouvés directement à notre table. Il a tourné son téléphone vers moi et a fait défiler l'écran. Et c'était là. Message après message de ma sœur datant de 2 ans et horodaté. C'était indéniable. Elle disait de dire simplement que c'était avec quelqu'un d'autre et qu'elle lui en serait reconnaissante pour toujours. Elle disait que les gens n'avaient pas besoin de connaître les details mais juste d'avoir une raison. Il y en avait un qui aglace mes mains. Elle écrivait: ce sera Vivian. Personne ne fait jamais attention à elle de toute façon. Elle ne le remarquera même pas avant des mois. Elle ne le remarquera même pas avant des mois. Ma sœur avait raison sur beaucoup de choses mais elle avait tort sur ce point. Je me suis assise dans ce café et j'ai senti 2 ans passer à être le fantôme de la famille s'envoler de mes épaules. En dessous ce n'était pas exactement de la rage. C'était du soulagement. Un pur soulagement vertigineux. Je n'étais pas folle. Je n'avais pas imaginé la froideur. Il y avait bien eu un couteau. Maintenant je tenais le manche. David a dit qu'il leur dirait tout. Il a ajouté qu'il viendrait à un dîner et qu'il se lèverait pour le leur dire en face. J'avais déjà appris ce qu'un dîner donnait dans ma famille. René domine une pisse. Elle pleurerait. Elle recadrerait les choses. Elle transformerait les aveux de David en une alliance entre l'ex-mère et la sœur jalouse. Papa dirait une fois de plus: ta sœur ne ment pas et je me retrouverai au point de départ. Sauf que cette fois j'aurais brûlé ma dernière carte. J'ai donc demandé à David quelque chose de plus difficile qu'un dîner. Je lui ai demandé de l'enregistrer calmement face à la caméra. Il devait dire son nom et raconter la vérité et lire les messages à haute voix en montrant les dates. En Géorgie il suffit qu'une seule partie consente à enregistrer une conversation. Il était cette partie et les messages lui avaient été envoyés.
Il avait parfaitement le droit de tout partager. David a dit oui avant même que j'ai fini de demander. Il la enregistre cette semaine-là dans sa propre cuisine. Il portait une chemise bleue simple et regardait droit dans l'objectif. Quand je les regarde la première fois, j'ai dû l'arrêter à moitié pour simplement respirer. Ce n'était pas le contenu qui m'a bouleversé. Je connaissais déjà le contenu car je l'avais vécu. C'était d'entendre un homme calme prononcer mon nom et le mot jamais dans le même souffle. Il disait que Vivian et lui n'avaient jamais eu la moindre relation. Une si petite phrase. J'avais attendu 2 ans que quelqu'un le dise à haute voix. J'avais commencé à me demander si j'étais folle. Je me demandais si un mensonge répété par 40 bouches devenait lentement une sorte de vérité juste par le poids de toutes ces personnes le prononçant. Ce n'est pas le cas. J'ai regardé un étranger en chemise bleue prouver que cela n'arrive pas. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Je réfléchis mieux sur le sol apparemment. J'ai pleuré pour la première fois en 2 ans. Ce n'était pas le genre de larmes tristes mais l'autre genre. Celui qui vient quand on pose enfin un fardeau porte depuis si longtemps qu'on en avait oublié le poids. Il y avait une dernière piste du puzzle et son nom était Diane. Tante Diane est la petite sœur de mon père. Elle a 60 ans et c'est la seule parente qui n'avait jamais vraiment cédé à l'hystérie collective. Elle n'avait jamais dit de choses cruelles. Elle n'avait jamais déplacé ses enfants de l'autre côté de la cour. Elle restait simplement silencieuse chaque fois que l'histoire de René était évoquée. Une fois il y a 2 ans elle m'avait serré la main lors d'un enterrement en disant « Être silencieuse ne veut pas dire que je les crois ». Je ne l'avais pas compris à l'époque. Je le comprenais maintenant. J'ai appelé Diane et je lui ai parlé de l'argent. Diane est restée silencieuse un moment puis elle a dit « Je suis signataire de l'ancien compte chèque de ton père. Carole l'a mise en place il y a des années en cas d'urgence. Personne ne m'en a jamais retiré. » Cela signifiait que Diane pouvait légalement obtenir des documents que René pensait invisibles pour les autres. Elle l'a fait. Les virements correspondaient ligne par ligne à mon tableau. Diane a enregistré sa propre courte déclaration en tenant les relevés bancaires. Que Dieu bénisse sa force. Elle disait qui elle était et ce que montraient les documents. J'avais désormais 3 choses que ma famille ne pouvait pas contester. J'avais un homme n'ayant aucune raison de mentir qui disait la vérité à la caméra en lisant les propres mots de ma sœur. J'avais les messages de ma sœur horodatés d'il y a 2 ans. J'avais enfin une trace écrite de 81 000 € confirmée par la seule parente n'ayant jamais pris parti. La seule question restante était de savoir où diffuser tout cela. Il s'est avéré que la réponse avait toujours été sur mon calendrier. René ignorait que tout cela existait. C'est la partie qu'Owen me rappelait tard le soir quand mon courage faiblissait. Il me disait « Elle pense avoir déjà gagne. Elle n'a aucune idée que tu as quoi que ce soit. Quoi qu'elle fasse ensuite elle le fera en pensant que la salle lui appartient. » Il avait raison. Elle pensait vraiment que la salle lui appartenait. Ce qu'elle a fait ensuite m'a tout dit sur son degré de certitude. Les invitations ont été envoyées début avril. Il y en avait 40 pour toute la famille élargie. Mon père et René étaient inclus. J'ai rédigé toutes les adresses à la main. Owen pensait que j'étais un peu folle d'inviter des gens qui me méprisaient. J'avais désormais une raison. J'avais besoin qu'ils soient tous au même endroit ou du moins d'avoir la possibilité qu'ils le soient. Les réponses sont revenues vite et elles étaient cruelles. La plupart n'étaient que du silence. C'était un non sans la courtoisie d'une carte. Quelques-unes étaient pires. Mon cousin a écrit au dos de la carte de réponse « Après ce que tu as fait à René tu as un sacre culot ». Ma tante n'a pas répondu du tout mais elle a appelé mon père. Mon père m'a appelé pour la première fois depuis des mois pour dire « Je pense qu'il vaut mieux que la famille reste à l'écart de ça pour le bien de René ». C'était mon mariage et la préoccupation était pour le bien de René. Une parente m'a appelé directement. Ma cousine Paige avec qui j'étais proche enfant m'a appelé la semaine avant le mariage. Pendant une seconde mon cœur s'est emballé car j'ai cru qu'enfin l'une d'entre eux voulait venir. Ce n'était pas le cas. Elle a appelé pour me dire qu'elle ne viendrait pas et pour m'expliquer gentiment pourquoi comme une faveur. Elle m'a dit « Je pense juste que tu as besoin de l'entendre de quelqu'un qui t'aime. Les gens parlent du fait que tu vas au bout de ce grand mariage après tout ce que tu as fait. Ça donne une mauvaise impression vive. On dirait que tu nargues René. Je le dis seulement parce que je tiens à toi. » Je lui ai demandé ce que je narguais exactement en épousant l'homme que j'aimais. Il y a eu un silence. Elle a dit « Tu sais quoi ?
Le fait est qu'elle ne savait rien. On lui avait transmis un sentiment à mon égard il y a 2 ans. Elle l'avait porté si longtemps qu'elle pensait que c'était le sien. C'est ainsi que cela fonctionne. Le mensonge cesse d'être une chose que René a dite et devient une chose que tout le monde sait tout simplement. J'ai remercié Paige pour son honnêteté. J'étais aussi sincère que ma sœur l'allait bientôt être dans son discours. Ce que je n'ai su que plus tard, c'est que René n'avait pas seulement laissé le boycott se produire. Diane m'a raconte ensuite qu'elle l'avait organisé. Elle avait appelé les proches un par un dans les semaines précédentes pour présenter son absence comme un acte de bravoure. Elle leur avait dit « Je ne vais pas faire de scandale à son mariage, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas souffrir. Je demande donc à la famille de me soutenir et de ne pas y aller. » Elle a transformé 40 personnes boycottant un mariage en une preuve de loyauté envers elle. Diane a même appris que René lui avait donné une date différente à elle personnellement. Elle lui avait dit que le mariage avait été repoussé à l'été pour que la seule personne susceptible de venir ne soit pas là. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec 40 chaises vides. Ce n'était pas un accident mais un plan. Ma sœur a construit l'absence de la même manière qu'elle a construit le mensonge. C'était fait à la main et à voix haute. Elle était certaine que personne ne vérifierait jamais. Voici la partie à laquelle je pense le plus. Plus sa certitude devenait cruelle, plus elle m'aidait. Owen et moi avions discrètement décidé quelque chose. Le mariage avait une réception. La réception incluait un diaporama. Vous connaissez le genre. Des photos du couple grandissant en musique projetées sur le mur pendant que tout le monde mange. Owen le préparait lui-même car bien sûr c'est littéralement son travail. Personne ne trouverait étrange qu'Owen le mari gire l'audiovisuel à son propre mariage. Le diaporama était réel et les photos étaient réelles. Mais Owen a créé un deuxième fichier. Il la programme pour être diffuse juste après les photos d'enfance pile au moment où l'ambiance serait douce et chaleureuse et la salle pleine. Nous l'avons répété comme un code secret. Owen a d'abord construit le vrai diaporama avec chaque photo et la musique et le timing. Ensuite il ajoute le deuxième fichier comme diapositive suivante dans la séquence. Ainsi il n'aurait qu'à laisser défiler la suite le moment venu. Pas de bouton dramatique ni de signal que quelqu'un pourrait remarquer. C'était juste un clic de plus dans une séquence qu'il exécuterait de toute façon. Il était le mari à son propre mariage où personne ne penserait à surveiller ses mains. Il a chronomètre la vidéo de David à la seconde près. Il a vérifié les haut-parleurs 3 fois. Il a sauvegarde une copie sur un deuxième disque dur et une troisième copie sur son téléphone. Owen ne croit pas aux failles uniques. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'ai épouse. Il m'a fait regarder le tout du début à la fin 2 fois dans notre salon pour que le jour J je ne réagisse pas. Peu importe ce que mon visage exprimerait quand la voix de David remplirait cette salle, ce serait le visage d'une femme qui savait déjà. Il m'a dit « Tu n'as pas le droit d'être surprise. Tu as été assez surprise. Ce jour-là tu seras la seule personne de la salle à ne pas l'être. » Je ne vais pas prétendre que j'étais calme durant ces derniers jours. Je me réveillais à 3 heures du matin avec le cœur battant la chamade comme si j'étais celle qu'on poursuivait. Il y avait un scénario où tout se passait mal. Un scénario où le fichier plantait, où la salle se retournait contre moi quand même. J'aurais pu faire exploser toute ma vie devant 120 proches d'Owen et une poignée d'amis avant de quitter mon propre mariage avec rien. J'ai dit à Owen que nous devrions tout annuler. Je voulais juste faire la cérémonie et sauter le reste. Il a pris mon visage entre ses mains et m'a dit « Tu as passé 2 ans à entrer dans des pièces où tout le monde avait déjà pris une décision à ton sujet. Cette fois c'est toi qui as décidé en premier. Laisse le fichier se diffuser. » Donc le matin du 18 avril j'ai mis les perles de ma mère et une robe qu'elle n'a jamais pu voir. Je suis entré dans un entrepôt avec 40 chaises vides de mon côté. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà versé mes larmes des années plus tôt seul dans des allées. Il ne m'en restait plus pour eux. Je marchais droit dans un piège mais pour la première fois de ma vie c'était le mien. La cérémonie était petite et elle était magnifique. C'était presque exclusivement les proches d'Owen. Sa mère a pleuré assez pour les 2 familles. Mon code de l'allée reste vide pendant l'échange des vœux. C'était 40 chaises alignées avec soin. Je me suis forcé à les regarder une fois exprès. C'est comme lorsqu'on appuie sur un bleu pour voir s'il fait encore mal. C'était le cas. J'ai continué à avancer de toute façon. Je mentirais si je disais que les chaises vides n'ont pas eu d'effet sur moi. Il y en avait 40. Le code d'Owen était plein.
Il y avait des proches et des amis d'université et sa merveilleuse et bruyante mère au premier rang. De mon côté il y avait 40 chaises pliantes en rangées impeccables sans personne. Ce contraste était comme une sentence inscrite au milieu de la pisse. À mi-chemin dans l'allée j'ai eu la pensée que chaque marié dans ma position devait avoir. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison tous les 40. Qu'une personne que tout le monde abandonne est peut-être une personne qui mérite d'être abandonnée. C'est là le véritable dégât qu'un mensonge comme celui de René cause. Cela ne monte pas seulement la famille contre vous. Cela vous apprend à vous demander si la famille n'a pas raison. Je me suis forcé à m'arrêter de marcher pendant une demi-seconde. Juste une moitié. J'ai cherché le visage d'Owen au bout de l'allée. Il ne regardait pas du tout les chaises vides. Il me regardait comme si elles n'existaient pas. J'ai donc choisi ce que j'allais regarder. Je les regarde lui. Je pensais que ce serait tout. Les chaises et la douleur et le fait de surmonter cela. J'avais tort car 2 d'entre eux sont venus après tout. Simplement pas pour la partie des vœux. Nous sommes passés à la réception et la salle s'est remplie de lumière et de nourriture. Il y avait 120 personnes qui aimaient Owen et qui apprenaient à m'aimer. Ensuite près de la porte je l'ai vue. C'était Renée. Elle était venue à la réception. Elle avait organisé le boycott de tout le monde. Elle portait une robe rouge vive du genre que l'on met quand on veut être regardé. Elle traversait la piste comme si l'endroit lui appartenait. Plus tard je comprendrai exactement pourquoi elle était venue. Elle était venue pour regarder. Elle avait vide mon mariage et ne pouvait résister à l'envie de voir l'espace vide par elle-même. Elle ne pouvait résister à l'envie de jouer la sœur blessée et indulgente qui avait trouvé la force de passer. Quelques proches d'Owen qui ne connaissaient que la version où j'étais le scandale familial se sont adoucis envers elle. Ils se disaient que c'était très généreux de sa part de venir. Elle m'a trouvé près du gâteau. Elle a posé sa main sur mon bras avec une grande chaleur et elle a dit il fallait que je le voie de mes propres yeux. Toutes ces chaises vides. Elle a souri. Elle a ajouté j'espère juste qu'il sait qui il épouse. Je ne me suis pas reculé. Je n'ai pas haussé la voix. 2 années aux soins intensifs vous apprennent quoi faire de votre visage quand tout crie à l'intérieur de vous. J'ai dit merci d'être venu Renée. J'étais sincère d'une manière qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre. J'avais besoin qu'elle soit dans la salle. La voici qui entrait de son propre chef plus certaine que jamais. Ensuite j'ai vu la deuxième personne. C'était mon père Raymond. Il se tenait juste à l'entrée dans son beau costume qu'il portait à l'enterrement de maman. Il avait l'air perdu et vieux et comme s'il s'était disputé avec lui-même pendant tout le trajet. Il n'était pas venu à la cérémonie. Il arrive en retard à la réception attiré par quelque chose d'indescriptible. Diane m'a dit plus tard qu'elle l'avait appelé ce matin-là pour lui dire « Tu devrais être là pour une fois. Sois simplement là. » Il ne savait pas ce qui se préparait. Il ne pouvait tout simplement plus rester à l'écart. Il se tenait au fond et n'était pas sûr d'être le bienvenu. Il l'était et il ne l'était pas. Ils étaient donc là. La femme qui avait construit le mensonge et l'homme qui avait choisi d'y croire se trouvaient tous les deux dans la pisse. Les lumières étaient chaleureuses. Le diaporama était sur le point de commencer. Owen a croisé mon regard depuis la table audiovisuelle. Un petit signe de tête. La question et la réponse dans un même mouvement. J'ai répondu par un signe de tête. Les lumières se sont éteintes. Le diaporama commence comme tous les autres. Moi bébé. Moi et maman au lac. Moi en blouse lors de ma remise de diplôme d'infirmière. La salle a fait les bruits doux que font les salles de fête. Renée se tenait près de l'avant avec une coupe de champagne et profitait de tout cela. Puis comme elle le faisait toujours quand une salle était calme et tournée vers elle ma sœur a décidé de s'en emparer. Elle a tapoté son verre. Elle a réellement tapoté son verre. La musique abaisse et les visages se sont tournés. Renée s'est avancée dans la lumière avec le sourire facile d'une femme qui n'a jamais perdu son public. Elle a dit « Je veux juste dire un mot en tant que sœur de la mariée. » C'est la première étape. Le mensonge était prononcé à voix haute devant tout le monde. Renée ajoute « Cela n'a pas été facile entre nous. » Sa voix a pris cette chaleureuse fêlure qu'elle maîtrisait si bien. Certains d'entre vous savent qu'il y a un passe. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais à cause de choix qui ont été faits. Elle a fait une pause les yeux baissés en ayant l'air courageuse. Mais la famille c'est la famille et j'ai pardonne à ma sœur ce qui s'est passé avec David car c'est ce qu'il faut faire.
J'espère juste Vivian que tu as trouvé un moyen de vivre avec ça toi aussi. Les 120 personnes à qui l'on avait dit que j'étais la méchante de la famille m'ont regardé avec une pitié prudente. La gentille tante d'Owen apporte la main à son cœur. C'était parfait. C'était véritablement le meilleur travail que ma sœur ait jamais accompli. Elle s'était approprié mon mariage pour en faire sa rédemption. Ensuite l'écran derrière elle a changé. Les photos d'enfance ont disparu et le visage de David Callaway a rempli le mur. Il mesurait près de 5 mètres de haut. Il portait une simple chemise bleue et regardait droit vers la salle. Toute la salle est devenue silencieuse face à ce changement soudain. René s'est retourné pour voir ce que tout le monde regardait. J'ai vu sa coupe de champagne s'arrêter à mi-chemin de sa bouche. La voix enregistrée de David a retenti à travers les excellents haut-parleurs d'Owen. Elle était limpide et calme comme celle d'un homme n'ayant rien à cacher. Il disait « Je m'appelle David Callaway. J'étais fiancé à René. Nous n'avons jamais été ensemble à cause de Vivian. Vivian et moi n'avons jamais eu la moindre relation de quelque nature que ce soit. Je l'ai rencontré peut-être 5 fois et toujours avec d'autres personnes dans la pisse. Voici la deuxième étape. C'était la première preuve. J'ai regardé les faits frapper la pisse comme un plateau qui tombe. René a ri. Le son était trop aigu. Elle a dit « D'accord, c'est absurde que quelqu'un n'éteigne CA. » Elle a cherché de l'aide du regard et a trouvé Owen à la table. Elle n'avait pas encore compris qu'il était le mari et que la vérité venait de ses mains. C'est tout à fait lui, a-t-elle dit à la salle en se reprenant. C'était rapide. Tellement rapide. Il est amer. Il dira n'importe quoi. Vous allez croire la parole d'un ex en colère plutôt que votre propre famille. C'était la troisième étape. Le déni. Elle pensait toujours pouvoir s'en sortir par la parole car elle l'avait toujours fait. Mais l'écran ne s'est pas arrêté. La voix de David a continué et maintenant les messages textes sont apparus à côté de son visage. Des mots blancs sur fond noir avec les dates bien visibles pour que tout le monde puisse les lire. David ajoute « Quand j'ai rompu, René m'a appelé sans arrêt pour me demander de mentir. Elle m'a demandé de laisser croire que c'était fini à cause de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit non. Je ne savais pas qu'elle avait utilisé le nom de Vivian jusqu'à ce que ce soit partout. Ensuite les messages écrits avec les propres mots de ma sœur ont été lus à voix haute par la voix assurée de David pendant qu'il brillait sur le mur. Dis simplement que c'était quelqu'un d'autre. Je t'en serai reconnaissante à jamais. Ce sera Vivian. Personne ne fait jamais attention à elle de toute façon. Elle ne le remarquera même pas avant des mois. Quatrième étape. C'était la preuve la plus solide. Ses propres mots vieux de 2 ans et horodatés étaient exposés devant 120 personnes et son père. La salle a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas un hoquet de surprise mais une sorte de respiration collective étouffée. C'était le son d'une centaine de personnes réécrivant une histoire en même temps. La tante d'Owen a retiré sa main de son cœur. Le visage de René avait pris cette teinte grise spécifique que je n'ai vue que chez des patients venant d'entendre un diagnostic incontestable. Elle a balbutié « c'est faux. Il les a trafiqués. » Vivian la pousse à faire CA. Ses yeux m'ont trouvé à travers la pisse. Pour la première fois de notre vie ma sœur m'a regardé comme si elle ne savait pas qui j'étais. Elle a crié « Tu crois que ça change quelque chose? Tu crois que ces gens s'intéressent à de vieux messages ?» C'est alors que l'écran a changé une dernière fois. Ce n'était plus David mais des chiffres. C'était la partie sur laquelle Owen et moi nous étions dispute. Il pensait que les messages suffisaient. Je suis infirmière. Je sais que ce n'est jamais la blessure dramatique qui vous tue. C'est le saignement lent que personne ne surveille. J'avais donc insisté. Après la chute du mensonge à mon sujet, la vérité cachée derrière devait apparaître. Les relevés bancaires. 2 années entières. Les retraits du compte de retraite de mon père étaient surlignés et datés et s'additionnaient dans un total cumulatif en bas de l'écran grimpant au fur et à mesure que la page défilait. Ensuite le visage de tante Diane est apparu tenant les mêmes documents avec sa voix calme et assurée. Je suis Diane. Je suis signataire du compte de mon frère Raymond. Ces virements totalisant 81 200 € sont allés sur le compte de René sur 2 ans. Je les ai extraits moi-même. Voici la 5e étape. La révélation finale n'était pas le mensonge au sujet d'un homme mais le vol d'un père. Voici la 6e étape. Elle a duré peut-être 10 secondes entières. Ce fut la chose la plus bruyante au monde.
Le silence. Un silence total. Il y avait 120 personnes et ma sœur dans sa robe rouge au centre de la pisse. Le chiffre 81 200 brillait sur le mur derrière sa tête comme une auréolée de vérité. Mon père s'est avancé depuis le fond de la salle. Il avait entendu chaque mot. Il avait vu le chiffre. Il regardait le mur puis René et son visage exprimait quelque chose de terrible et de nécessaire. Il a prononcé un seul mot. René. Juste son nom. C'était une question. C'était la première vraie question que quelqu'un de ma famille posait depuis 2 ans. Ma sœur qui pouvait dominer n'importe quelle salle a perdu celle-ci par sa propre bouche. 7e étape. Elle a craqué. Il devait me le donner de toute façon. Les mots se sont échappés d'elle avant qu'elle ne puisse les arrêter. C'était strident et n'avait rien à voir avec sa fêlure chaleureuse. C'est moi qui me suis occupé de lui. Je me suis assise avec lui. Où était-elle? Où était la parfaite Vivian quand quelqu'un devait réellement s'occuper de lui tous les jours? J'ai mérité cet argent. Il allait finir par être à moi. J'ai juste. Elle s'est arrêtée. Elle l'a entendu. Nous l'avons tous entendu. Elle venait d'avouer tout cela devant 120 témoins et devant son propre père. L'argent est le motif et tout le reste en essayant de se défendre. Personne n'a eu à la coincer. Personne n'a eu à être astucieux. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Elle s'est pendue elle-même avec la vérité qu'elle avait passé 2 ans à cacher car elle ne pouvait supporter même 10 secondes d'être celle que personne ne croyait. 8e étape. Les conséquences on commence sur le champ. Le visage de mon père quand il a compris. J'avais attendu 2 ans pour être cru. Je veux vous dire que cela aurait dû ressembler à un triomphe mais ce ne fut pas le cas. C'était comme regarder quelqu'un découvrir qu'il n'y a plus de sol sous ses pieds. Il s'étourne vers moi à travers la pisse. Le dégoût que j'avais vu dans sa cuisine avait disparu et ce qui la remplace était pire car c'était du chagrin. Il a dit Vivian. Sa voix s'est brisée. Je ne t'ai jamais demandé. Je ne t'ai pas demandé une seule fois. Ce furent finalement les excuses. Ce n'était pas un je suis désolé. C'était quelque chose de plus vrai. Je ne t'ai jamais demandé. Si vous avez déjà été la personne à qui personne n'a rien demandé ou celle sur qui une famille a pris une décision sans procès, j'espère que ce soir vous avez entendu la partie où la salle devient enfin silencieuse. Si vous portez une vérité que personne ne vous laisse exprimer, accrochez-vous y. Les petits chiffres se fichent de savoir qui ils ont décidé d'aimer. Racontez-moi ci-dessous le moment où quelqu'un vous a enfin cru. René n'est pas resté. Elle appose sa coupe de champagne sur la table d'un inconnu avec beaucoup de précaution. C'est la dernière chose gracieuse que je l'ai vue faire. Elle est sortie par la même porte où elle avait fait son entrée triomphale 20 minutes plus tôt. Quelques personnes ont bougé comme pour la suivre puis se sont abstenues. L'écran derrière elle s'était éteint. Owen l'avait coupé dès qu'il était terminé. Il ne s'est pas réjoui non plus. Nous étions d'accord sur ce point. On diffuse la vérité puis on laisse le silence s'installer. Le reste de cette nuit a été étrange et doux. La mère d'Owen est venue me tenir les 2 mains. Elle s'est excusée pour chaque regard méfiant qu'elle m'avait lancé lors de la répétition quand elle croyait à une version de moi qui n'a jamais existé. Tante Diane est arrivée en personne 1 heure plus tard. Elle avait conduit directement une fois qu'Owen lui avait envoyé un message pour dire que c'était fait. Elle est entrée et a traversé toute la piste pour m'étreindre si fort que les perles de ma mère m'en laissent une marque. Elle a murmuré dans mes cheveux, j'aurais dû parler plus fort. Rester silencieuse ne suffisait pas. Je suis désolé. Il m'a fallu 2 ans pour parler plus fort. Je lui ai dit quelle était la raison pour laquelle tout avait fonctionné. C'était vrai. Mon père y reste jusqu'à la fin. Il n'a pas essayé de faire un discours. Il a simplement aidé à plier les chaises. Les 40 chaises vides. Il a pris la plupart d'entre elles lui-même lentement comme si c'était une tâche dont ses mains avaient besoin. Vers la fin il s'est tenu à côté de moi et a dit qu'il allait appeler un avocat le lendemain matin à propos de René et de l'argent. J'ai dit d'accord. Il a demandé tu veux bien m'accompagner. J'ai répondu oui parce que tu la demandes. C'est bien là l'essentiel. À la fin il a demandé. Les semaines suivantes n'ont pas été un film. Il n'y a pas eu de message de groupe où tout le monde déclarait son amour. Ce qui s'est passé a été plus discret et je pense plus réel. Mon père a bien appelé un avocat.
L'exploitation financière d'une personne âgée est un vrai crime en Géorgie et un véritable motif de plainte civile. Une fois les dossiers de Diane entre les mains d'un professionnel, il n'y avait aucune chance que René s'en sorte en ayant volé 81 000 € de la retraite de quelqu'un d'autre. Aux dernières nouvelles, il y a eu un accord de remboursement. Le reste regarde René et des gens en costume. Je n'ai rien poursuivi par vengeance. J'ai suivi l'affaire exactement jusqu'où mon père le souhaitait et pas un pouce de plus. C'était son argent et sa fille et son choix. Pour une fois, je laisse faire. Les proches sont revenus de la même manière que l'eau revient dans un ruisseau asséché. C'était embarrassé et graduel et pas tout d'un coup. Mon cousin qui avait écrit « Tu as un sacre culot » sur une carte de réponse a envoyé un long message que j'ai lu une fois et auquel je n'ai pas répondu pendant une semaine. Ma tante a appelé pour s'excuser et a passé la majeure partie de l'appel à expliquer pourquoi ce n'était pas vraiment de sa faute. Cela m'indique l'essentiel de ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui avait réellement changé. J'en ai laissé revenir certains lentement. D'autres non. Je ne dois pas un accueil chaleureux aux personnes qui ont eu besoin d'une vidéo de 15 pieds pour me poser une question qu'ils auraient pu me poser à travers une table de cuisine. René et moi ne nous parlons pas. Je veux être clair à ce sujet car je sais comment ces histoires sont censées se terminer avec les sœurs qui pleurent et se choisissent mutuellement. Nous ne l'avons pas fait. Elle n'a jamais dit une seule fois qu'elle était désolée. Ni à moi ni à papa. Pas d'une manière qui ne la concernait pas vraiment elle-même. Le plus proche qu'elle ait fait a été un message vocal des mois plus tard où elle a dit que je l'avais humiliée devant tout le monde. Comme si la vidéo avait été la cruauté et non la chose qu'elle exposait. Je n'ai pas rappelé. J'ai bloqué le numéro. C'est la limite. Je n'en ai pas honte. On peut pardonner à quelqu'un dans son cœur et ne plus jamais lui remettre les clés de sa vie. Ce sont deux portes différentes. Je suis celle qui décide laquelle reste ouverte. Mon père a changé lentement de la manière peu glamour dont le vrai changement se produit réellement. Il a 68 ans maintenant et il a passé cette dernière année à apprendre à faire les choses que ma mère puis René ont toujours faites pour lui. Il vérifiait désormais lui-même les factures et les formulaires et les comptes. Il m'appelle parfois pour lire un relève à voix haute car ses yeux ne sont plus ce qu'il était et car je pense qu'il veut que je sache qu'il regarde maintenant. Il a vu un psychologue à quelques reprises, ce qui pour un homme de sa génération équivaut à peu près à marcher sur la lune. Il n'en parle pas beaucoup mais un dimanche il a posé son café et a dit de nulle part: je n'arrête pas de penser à ce tableau que tu m'as fait. Tu avais tout mis là avec ta propre écriture. Et je t'ai traité de menteuse dans ma propre cuisine. Je lui ai dit que c'était du passe. Il a répondu: ce n'est pas du passe pour moi. Je dois vivre avec le fait d'être le genre de père qui ferait CA. Je n'ai pas conteste car il avait raison et car il y a des choses dont on ne devrait pas dissuader quelqu'un. La pénitence est le but. Il regagne sa place, un relève bancaire lu à voix haute à la fois et je le laisse faire car il le demande. Demander s'est avéré être la seule chose dont j'ai jamais eu besoin de la part de n'importe lequel d'entre eux. Voici ce que je sais maintenant et que je ne savais pas en me tenant dans la cuisine de mon père avec un tableau qu'il refusait de lire. La vérité est patiente. Elle se moque que cela ait pris 2 ans. Elle se moque que 40 chaises soient restées vides pendant que 120 étrangers ont appris que mon nom n'avait jamais été un scandale. Elle attend dans les petits nombres et dans les horodatage et dans les registres que les personnes prudentes conservent. Elle apparaît exactement quand il y a enfin une piste prête à la voir. Je n'ai pas pris ma revanche sur ma sœur. J'ai obtenu quelque chose de mieux. J'ai pu arrêter de me défendre contre un sentiment car les sentiments ne peuvent pas être mis dans un tableau alors que la vérité le peut. J'ai cessé d'être la fille discrète qui souriait et versait le the glace. Je suis devenue celle qui lit chaque formulaire jusqu'à la fin. Owen et moi sommes mariés depuis un peu plus d'1 an maintenant. Nous avons une petite maison avec un porche et le dimanche mon père vient prendre le petit déjeuner. Il est maladroit dans ma cuisine. Il compte les assiettes à voix haute. Il les pose comme si elles allaient se casser. 3 assiettes désormais. La plupart des semaines et parfois 4 quand Diane vient. Jamais les 40. Je n'ai pas besoin des 40. J'ai garde une seule chose du mariage. Pas une photo. Une seule chaise pliante. Le genre bon marche que le lieu avait loup. L'une des 40 qui était restée vide de mon cote. Elle est dans le garage. Owen pense que c'est un peu morbide. C'est peut-être le cas. Mais de temps en temps je la regarde et je ne ressens plus la douleur. Je ressens l'autre chose.
Je me sens comme la femme qui est passée devant 40 chaises vides sans pleurer car elle savait déjà ce qui était charge sur le projecteur. Je me sens comme le petit nombre que personne n'a regarde jusqu'à ce qu'il soit le seul nombre restant sur le mur. Je m'appelle Vivian. J'ai 31 ans. 40 personnes ne sont pas venues à mon mariage et je ne me suis jamais senti plus vu, pas même une seule fois, que le moment où la salle est devenue silencieuse et où la vérité a enfin été autorisée à parler par ma voix.